Bonjour, je m'appelle Fred Savard et bienvenue à ce 8e épisode dont on a fait nos recherches. Aujourd'hui, on va se transporter à Polytechnique Montréal pour un épisode assez intriguant, vous allez voir. C'est avec la professeure Catherine Baudry de la Chaire de recherche du Canada en gestion et en économie de l'innovation. On va parler d'innovation, un concept qui, je trouve, est parfois assez fourre-tout quand on en parle dans les médias. Alors, je trouvais intéressant, justement, d'organiser cet épisode-là avec Catherine Baudry pour en discuter, pour définir c'est quoi l'innovation. Et la beauté de la chose, c'est qu'elle a invité deux personnes qui sont dans l'innovation, qui sont des hommes d'affaires, des gens qui ont piloté des gros projets de création de zones d'innovation. Je vais les laisser les présenter, mais vous allez voir, parce que l'épisode est enregistré il y a quelques semaines, en plein début de la guerre tarifaire. Alors évidemment, on en parle de ça. Vous allez voir, il y a des propos, moi, personnellement, qui m'ont heurté, mais c'est intéressant parce qu'on a des gens qui ont les deux mains dans l'innovation et qui nous offrent une perspective très large sur les enjeux et les impacts que peut avoir l'innovation en 2025 dans le contexte actuel avec notre relation avec les États-Unis, entre autres. Alors voilà, c'est le menu de ce 8e épisode dont on a fait nos recherches. Bonne écoute tout le monde. Catherine Baudry, vous êtes une vedette médiatique. Ce matin, dans les journaux, paraît un de vos textes sur l'innovation au Québec. Oui, ben en fait, ça s'appelait pas l'innovation au Québec, ça Non. s'appelle Bien faire et laisser braire. Oui, c'est votre grand-père qui disait ça? Non, c'est mon père qui disait c'est votre ça. père, ouais, c'est ça. C'est mon père qui disait Mon père ça, a bien coutume faire. de dire, ouais. Oui, bien faire et laisser braire. Tu sais, quand t'es une nerd, tu te fais souvent écœurer quand t'es petit. Ben oui. Donc, oui. il me disait toujours, il dit, garde, Catherine, fais tes affaires, laisse-les parler. Fait qu'il disait bien faire et laisser braire. Vous êtes professeur au département de mathématiques et de génie industriel de Polytechnique et Oui. titulaire. De la Chaire de recherche du Canada en gestion et en économie de l'innovation. Et c'est pour ça qu'on est ici. Oui, c'est pour ça qu'on est ici, parce que c'est les 10 ans de la chaire cette année. Oui. Elle a été lancée en avril 2014. Et puis, le temps que ça nous a pris pour organiser tout ça, finalement, on est rendu presque à la fin de la... On est rendu à la 11e année. Oui, presque à la 11e année. Mais ça tombe bien donc, parce que c'est vrai, ça fait plusieurs... ça a pris quelques mois, les échanges, réunions. Et là, avec ce qui se passe aux États-Unis, l'épisode était déjà pertinent, mais là, je pense qu'on rajoute une couche. On va l'aborder tantôt, puis vous en parlez dans votre lettre. Mais là, on n'est pas seul. Il y a des gens avec nous. Oui, j'ai invité deux très bons amis, OK. Yves Proto et Normand Bourbonnais. On va commencer avec Yves Proto. Bonjour. Bonjour. Parlez-nous de vous un peu. Je suis un passionné de la réussite. OK? OK. Souvent, on parle de l'innovation. Moi, je fais de l'innovation pour réussir. OK. Donc, Mais ça marche pas tout le temps, j'imagine. Ça marche pas mal souvent. C'est l'effort qui fait la réussite. Aujourd'hui, je peux me dire un peu, entre autres, je suis un entrepreneur en série, donc j'ai plusieurs participations dans des entreprises. Ouais. Moi, ma fonction principale, c'est CTO, chef de la technologie pour Chabot, l'entreprise qui a acheté APN il y a 2 ans. APN qui fait quoi? APN qui fait des pièces dans le domaine de l'aéronautique, des pièces dans le domaine médical. OK. Donc, on fait des pièces pour les robots de chirurgie, pour des moteurs d'avion, pour des valves dans le domaine des systèmes d'analyse de la pollution. On est dans la haute technologie. Dans la haute technologie. Normand Bourbonnais, ça va bien? Ça va très bien, vous? Parlez-nous de vous. Ben oui, ça va très bien. Parlez-nous de vous. Une quarantaine d'années en microélectronique, donc habitué à la compétition au niveau mondial. Ouais. Parce que les chaînes d'approvisionnement ont toujours été mondiales. Alors, pour nous, l'innovation, ça a toujours été un élément extrêmement important. Travaillé pour IBM pendant plusieurs années. On a aussi... À Bromont. Ouais. J'ai eu la chance aussi de créer le plus grand centre de recherche en R&D au Canada, qui est le C2MI. Et j'ai eu la chance aussi de partir une des 2 premières zones d'innovation au Québec. Donc, toujours dans le monde de l'innovation, mais dans le monde de l'électronique qui modèle un peu
le monde de demain parce que l'électronique est omniprésent à peu près dans tous les segments de marché. Oui, tout à fait. Et là, Catherine Baudry, on a lancé le mot plusieurs fois. On va définir c'est quoi l'innovation parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on en entend parler. Est-ce qu'on a perdu un peu de vue ce que c'est réellement l'innovation? Oui, c'est sûr que c'est un mot galvaudé. Dans mon domaine, ça a une définition très précise. En chimie, tu dis du CO2, tout le monde sait ce que c'est. Oui. C'est une définition bien précise. Oui. Mais quand tu utilises des mots courants pour définir quelque chose, ben pour la plupart des gens, l'innovation, ça veut dire tout ce qui est nouveau. Oui, tout à fait. Mais quand il faut que tu mesures l'innovation, ben, il faut que tu aies une définition très précise. Puis moi, dans le fond, mon background, c'est surtout dans l'innovation en entreprise, un peu ce que Yves a fait toute sa vie, puis Normand a fait chez IBM Bromont aussi. Mm-hmm. Donc, quand tu veux définir l'innovation, il faut vraiment que tu lui donnes un cadre très, très, très spécifique. Oui, circonscrit. Oui. Il faut que tu définisses ce que c'est. Donc, il y a 2 grandes catégories d'innovation. Il y a l'innovation de produits, puis souvent, ça se limite à ça. Oui. On dit, si c'est un nouveau produit qui arrive sur le marché, qui n'a jamais été fait par ton entreprise ou au Québec, ou au Canada ou dans le monde, ben ça, c'est une innovation de produit. Mais ça ne reste pas une innovation de produit pendant 50 ans. Là. Ça reste pendant 3 à 5 ans, puis ensuite, ça disparaît comme innovation. Ça fait partie de tes activités de production et de vente routinière. Mais la chose aussi qui est aussi importante, je vous dirais, c'est les innovations de processus d'affaires. Là, j'ai bien de la misère à faire comprendre ça à plusieurs entreprises, même au gouvernement. Les gens ne considèrent pas ça comme de l'innovation. En fait, ils ont l'impression que les processus sont pas centraux pour accélérer ou rendre possible l'innovation. Ben, en fait, ça va arriver comme ça, l'innovation. Ben, c'est parce qu'ils ne considèrent pas que ça fait partie des définitions de l'innovation. Ils considèrent que c'est plutôt la façon d'organiser les choses. Sauf que les innovations de processus d'affaires, c'est ça qui mène au gain de productivité. Donc, on a tendance à regarder, les économistes regardent l'entreprise de l'extérieur et disent, il faut augmenter la productivité. Ils ont tout un paquet d'indicateurs pour mesurer ça. Mais la productivité, c'est à l'intérieur que ça se fait. Ça part de la transformation numérique, ça passe par la réorganisation des processus. Donc, tout ça, c'est essentiel. Puis c'est aussi de l'innovation. Donc, il ne faut pas perdre de vue qu'il y en a 2 grands types. Là. Puis là, on a tout un historique de définition de l'innovation. Avant, on définissait l'innovation technologique par rapport à l'innovation non technologique. Ça, c'est en 92, 97, dans... chacun a sa Bible. Moi, c'est le manuel d'Oslo. C'est quoi ça, le manuel d'Oslo? Ben, c'est un manuel qui doit faire à peu près 280 pages qui explique comment mesurer l'innovation. Puis, ça part des activités d'innovation. Donc, tout ce qu'on fait avant l'innovation qui mène à de l'innovation. Puis ensuite, tous les résultats de l'innovation, qu'est-ce qui en découle? Le nombre d'innovations qui sont produites, la part des revenus qui vient de l'innovation. Donc, c'est toute la chaîne d'innovation qui est documentée dans le manuel d'Oslo, puis ça explique aux différents pays qui ont à mettre en place des organisations nationales de statistiques qui mesurent ces phénomènes-là. Comment le mesurer? De façon à ce que les données soient comparables d'un pays à l'autre, puis d'année en année. Pourquoi c'est important l'innovation? Là, je sais que ça va être une question de néophyte. Ben, ça améliore nos vies, ça permet aux entreprises de croître, ça permet de faire plus avec ce qu'on avait déjà. Donc, c'est assez vaste comme impact. Yves, je vois votre micro frétille. Pour moi, l'innovation, c'est de faire mieux puis de faire plus par rapport à la recette qu'on avait avant. Tantôt, lorsqu'on parlait des processus, il y a un nom qui est moins propre dans ce temps-ci au Québec, c'est Amazon. Mais Amazon, la réalité, c'est que c'était un Hudson Bay, la baie du Pison, qui a décidé un jour de vendre ses produits par le web au lieu de les vendre sur place. Donc, pour moi, c'est une grande innovation qui a été capable de produire, mettons, une valeur d'à peu près 2000 milliards de dollars, mais en faisant quelque chose de très peu différent. Pour les plus vieux,
distribution consommateur Oui, existait. je me rappelle, oui. Puis Amazon, c'est un distribution consommateur sur le web. Mais il y a un coût social avec... Si on parle d'Amazon, entre autres, l'innovation pour l'innovation, on sait pourquoi aussi ils sont si efficaces. Au-delà de la réelle innovation technologique, on sait qu'ils... Puis on le voit avec ce qui s'est passé au Québec. Là, on rentre vite dans un sujet qui était peut-être pas dans le programme, là, Campus Baudry. Mais non, mais c'est ça, c'est que j'ai l'impression... Puis tu sais, on peut parler de l'intelligence artificielle aussi, qu'il y a quand même des enjeux sociaux qui sont derrière ça. Fait qu'on peut pas juste avoir une espèce de fétiche de l'innovation. Quand on voit des entreprises qui font encore tous les processus à la main, à la mitaine, quand elles veulent faire un changement d'échelle, on peut pas continuer de fonctionner de la même façon. Avec des fax, mettons, là. Dans le système de santé. Les fax, ça, c'est toujours très, très... ouais, on n'embarquera pas là-dedans. Non, mais... Écoutez, moi, quand j'étais en Angleterre, en 92, là, je sortais du cabinet du médecin, il avait tout tapé dans l'ordinateur, je sortais du cabinet du médecin, puis le dispensaire me donnait mon médicament dans un petit sac. Ouais. Il s'était pas parlé, là. Ouais. Ça s'était fait automatiquement. Le dispensaire avait préparé le médicament, puis je sortais avec, là. Ouais. C'était 92, là. C'était relativement simple. On n'en parlera pas parce qu'on va se fâcher. Non. C'est pas ça qu'on veut. Non, on parlera pas de ça. Mais il faut que nos entreprises, pour être capables de faire un changement d'échelle, fassent leur transformation numérique. Juste gérer l'énergie en temps réel de façon intelligente, savoir où sont toutes les petites pièces. Est-ce qu'on a du retard au Québec? Oui, au Québec, on est très... Je trouve qu'on aime le passé. Okay? On aime les vieilles choses. Ben, donc, je me souviens, notre oui, je me souviens. On aime le passé. Pour moi, le numérique, c'est même pas... C'est pas de l'innovation. Non. Pour moi, le numérique, c'est un outil. Aujourd'hui, on a l'outil numérique. Et les gens veulent encore travailler avec des fax, parce qu'ils ont peur du numérique, ils ont peur de cette chose-là. Ils veulent encore écrire sur papier. Moi, on est dans une partie dans le domaine médical, puis là, les entreprises ont peur. Ils disent, hey, ça va-tu, les données vont-tu partir? Ça fait 70 ans là, qu'on fait ça. Là. Mais c'est cette notion-là de peur, puis compte tenu que les gens ne comprennent pas assez bien le numérique, pour moi, c'est un des gros problèmes, là, surtout les dirigeants, les plus vieux, qui n'ont pas commencé là-dedans. En ne comprenant pas ça, ils n'utilisent pas par défaut le numérique. Ils vont utiliser par défaut le crayon, ils vont utiliser par défaut le papier. Présentement, comme moi, je vois une très, 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 très grande différence entre les moins de 35 et les plus que 35. Il y a comme une... 35, c'est l'âge étalon. Le 35, c'est ceux qui sont nés avec des cellulaires dans la main. C'est comme nous, ce qu'on a fait dans les entreprises que j'ai, c'est d'engager des très jeunes. Donc, tu n'as pas besoin de leur expliquer qu'il faut qu'ils aillent dans le numérique parce qu'ils ne savent même pas, eux autres, c'est quoi le pas numérique. Catherine Baudry, les obstacles à l'innovation? Pour faire écho à ce que Yves nous disait, c'est beaucoup la résistance au changement à l'intérieur de l'entreprise. Tu parlais... En fait, je trouve que tu fais un peu d'agisme, Yves, parce que moi, je connais beaucoup de gens que tu considérerais vieux, âgés de plus de 35 ans, qui sont en avant de la parade en termes de transformation numérique. Je peux même pas imaginer, Normand, que tu sois pas en avant de la parade en termes de transformation numérique. J'ai un bon 62 ans et effectivement, ça dépend, je pense, des marchés dans lesquels on est aussi. Et moi, je pense que le plus grand obstacle, c'est de pas en parler. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Moi, je pense qu'une des grandes réticences que les gens plus âgés ont, c'est de leur parler d'intelligence artificielle parce que en partant, il y a une crainte de perte de contrôle. Alors, elle est fondée. Elle est documentée. Elle n'est pas fondée parce que le mot utilisé n'est pas le bon. C'est pas de l'intelligence artificielle. Des systèmes d'aide à la prise de décision, c'est pas de l'intelligence artificielle dans le sens où on peut le voir. L'intelligence artificielle, pour bien des gens, c'est il y a quelqu'un qui va prendre la décision à ma place. Un système d'aide à la décision, c'est pas ça. Quelqu'un va te donner des informations, tu vas être capable de prendre une décision. Ça, c'est la première étape. Donc, est-ce que parler d'innovation en milieu d'entreprise, il y a des gens ils vont le voir comme une menace? C'est sûr, c'est tout à fait, parce que les gens vont penser que le changement peut mettre à risque leur travail. On parlait tantôt de changer les processus. Je peux vous dire qu'à un moment donné, dans les années 90, ou peut-être dans le même temps où à un moment donné, Bouchard a dit que le Québec
n'était pas productif. Oui. Tout le monde a pensé qu'on était paresseux, mais c'est pas ça que ça veut dire. Ben, les gens ont dit, attendez une minute, là. Nous, on a mis un programme en place qui s'appelait Contribution à la productivité, couper 40% les coûts. Oui. Imaginez-vous, là, on est une industrie de 2000, on est une compagnie de 2000 employés, il faut couper 40% des coûts. Ouais. Les gens sont pas dupes. Non. 40%, 30%, c'est des coûts de la main-d'œuvre. C'est pas les trombones, c'est pas moi de trombone qu'on va acheter. Effectivement, donc c'est possiblement mon rôle à moi. La façon de le faire, cependant, c'est que si on réussit à faire ça, il va y avoir croissance. Ouais. Et dans ces années-là, IBM est passé de 2000 à 3000 employés. Ouais. Donc, il y a eu croissance. Il n'y a personne qui a perdu son emploi, mais on a réussi à être compétitif au niveau mondial. Ouais. Qu'est-ce qui nous fait innover? La peur de perdre, la peur de ne pas être le meilleur. Et dans le cas d'IBM à Bromont, parce qu'on était dans un mode de compétition mondiale, il y avait ce besoin-là. Si on n'innove pas, si on ne change pas, si on ne met pas tout en question, ben on risque de perdre beaucoup plus que de gagner. Ouais. Et je pense que le plus bel exemple, quand on parle de processus, moi, le processus qui m'a marqué le plus chez IBM à Bromont, l'entretien était sur, il y a quelque chose qui vient de briser, on va venir le réparer. On est tombé à l'entretien préventif. On va changer avant que ça brise. Ah ouais. Mais là, c'est maintenant prédictif. On écoute si le bearing commence à faire un peu de bruit, puis on va changer tout de suite. Donc, pour moi, la partie la plus importante de l'innovation, c'est d'en parler et d'en parler, de façon à ce que ça devienne une deuxième nature. Oui, ben moi, j'ai expérimenté beaucoup. Ceux qui ont visité APN à Québec ont vu qu'il y avait des fenêtres partout. Ouais. OK? Donc, l'idée de mettre des fenêtres dans une usine, c'était pour dire qu'on n'a rien à cacher. Ouais. Okay? On a eu probablement 100 visites, surtout avant COVID, là, où tout le monde venait nous visiter. J'ai offert, moi, à l'industrie de l'aéronautique, parce qu'on a développé un logiciel qui est probablement encore aujourd'hui, je crois, un des meilleurs au monde pour gérer le plancher d'une entreprise. J'ai offert à toutes les entreprises dans le domaine aéronautique de participer avec nous autres. Zéro embarqué. Toutes les entreprises, après ça, que je retournais voir, ils faisaient tous leurs petits Legos. Là, je leur disais, pourquoi que tu as inventé quelque chose que moi, ça fait 10 ans que je travaille, que je t'offre d'embarquer dedans. Ouais. Donc, j'ai toujours trouvé ça excessivement dur, la collaboration. On dirait qu'il y a une peur. Le monde ne veut pas changer. En t'entendant, Yves, ça me fait penser... on avait étudié l'industrie aérospatiale entre 2010 et 2014, puis on regardait l'innovation ouverte qui était le buzzword de l'époque. Hein? Donc, on évolue. Le buzzword, effectivement. Il y en a beaucoup. On s'était rendu compte, quand on posait la question aux entreprises aérospatiales, est-ce que vous allez collaborer avec d'autres secteurs, avec d'autres entreprises? On se rendait compte que la collaboration, ça se faisait beaucoup à l'intérieur du secteur aérospatial, mais très peu à l'extérieur. Donc, l'espace de confiance qui avait été créé dans le domaine aérospatial était très, très québécois. Donc, c'était un endroit où les gens se faisaient confiance les uns les autres. Bon, peut-être pas pour adopter ton logiciel, Yves, mais je pense que les gens avaient peur de se faire voler leurs données, de se faire voler leurs idées. Mais moi qui avais étudié la collaboration, on le voyait avant de signer une entente de collaboration, on voyait une espèce d'effervescence, de protection de la propriété intellectuelle de part et d'autre, de chacun des partenaires qui allaient collaborer. Donc, les avocats disaient « Oh, attention, là, on va aller protéger notre propriété intellectuelle, puis après ça, on va commencer à collaborer. » Mais c'est pas mauvais. Tu protèges ce que tu as. Tu dis, ben ça, c'est à moi. Ce qu'on va développer, ça va être à nous deux. Puis ensuite, ce qu'on va faire avec, ben après ça, on ira peut-être chacun de notre côté faire notre petit bonhomme de chemin. Mais convaincre les gens qui vont pas se faire voler leurs idées par les plus gros, c'est très important. Ce qu'on a vu, par exemple, dans l'industrie pharmaceutique, c'est que bien souvent, quand des grosses pharmas absorbaient des petites biotech, la flamme entrepreneuriale restait pendant 1 an à 2 ans. Puis après ça, la routine, le fardeau d'administratif pesait sur les petites entreprises. Puis on perdait cette flamme entrepreneuriale-là. Moi, je suis plus pour l'indépendance puis la collaboration. C'est un beau sujet. Moi, je me suis fait acheter, Ben, j'ai pas le choix. Ça, c'est intéressant, ça? Ouais, j'ai pas le choix, là. C'est ma première fois que j'en parle publiquement. Ah, non. Donc, OK, on coupe les micros? Non. Non, c'est le fun. C'est le fun parce qu'il faut... Oui, on monte le son. Donc, APN avant COVID,
OK, on était dans une démarche où Investissement Québec devait investir chez APN. Pas Investissement Québec, la Caisse de dépôt. Okay. Investissement Québec était déjà dans APN à la hauteur de 19%. Puis, on voulait aller vite. On est dans une industrie qui coûte cher en capital. Et la Caisse de dépôt devait investir. Donc, on était dans un processus, ça faisait 1 an. On était supposé de signer avec la Caisse de dépôt la semaine après le 13 mars. Je me souviens du 13 mars parfaitement parce que c'est le jour... 2020, où ce que la Caisse de dépôt m'a appelé. OK, il me dit, Yves, ça va mal, il y a le COVID, on sort du dossier. Ah ouais. Donc, il avait déjà commencé à nous faire investir, à nous faire des projets d'investissement. Parce que vous saviez qu'il y a des fonds qui rentraient, là. Oh, il y avait des fonds. On avait 15 millions qui rentraient dans l'organisation. Ah ouais. Donc, la Caisse de dépôt a dit une journée, Yves, c'est trop dangereux. Le monde est en train de s'écrouler. Ouais, on ne sait pas ce qui va arriver. On ne sait pas ce qui va arriver. On sort du dossier. Donc, du jour au lendemain, je devenais sans partenaire à part Investissement Québec. Mais pour revenir aux obstacles, un des obstacles les plus importants, c'est les obstacles financiers. Nous, on est allé regarder les entreprises, comment elles ont fait face ou essayé de surmonter les obstacles financiers en 2009 jusqu'à 2012. Et après une crise financière, si les entreprises avaient fait face à des contraintes financières, elles n'étaient pas capables de surmonter et innover davantage. N'importe quel autre type d'obstacle, que ce soit manque de main-d'œuvre, manque de compétences, manque d'informations sur la réglementation, la difficulté de développer des ententes de collaboration, si elles faisaient face à un obstacle qui n'était pas financier, de mettre en place des actions pour essayer de surmonter ces obstacles-là. Changer les processus. Ça se fait. D'aller demander une aide gouvernementale parce qu'il y a une panoplie de programmes gouvernementaux qui existent. Les entreprises qui faisaient quelque chose utilisaient des programmes gouvernementaux pour surmonter ces obstacles-là, y arrivaient. Mais si elles faisaient aussi face à des obstacles financiers dans ces périodes cruciales-là, après, parce qu'il y avait un resserrement du crédit après 2008, ben, elles réussissaient pas à innover plus par rapport aux entreprises qui faisaient pas face à ces obstacles financiers-là. Donc, c'est vraiment le nerf de la guerre. Puis souvent, ton investissement public, la Caisse de dépôt ou Investissement Québec, agit comme un levier qui dit hey, on dérisque un peu la technologie. Regardez, nous, on a mis notre sceau d'approbation sur cette technologie-là. Puis là, ça peut attirer des investisseurs autres qui, parce que tu as déjà obtenu l'aval, tu as déjà passé par un processus qui est assez complexe. Parlez-en aux entreprises. Les formulaires, c'est pas évident. Puis c'est tout ça, c'est intéressant. Attendez, ça, c'est intéressant parce que, je vais encore dire une énormité. On regarde l'actualité, on sait ce qui est en train de se passer avec Nordvolt, on sait ce qui s'est passé avec Lyon Électrique. Et quand on n'est pas dans le milieu, on a l'impression que des fois, les autorités gouvernementales qui financent certains projets, le processus d'approbation est lousse un peu. Mais ça, je vous dis, c'est moi, avec mon regard de quelqu'un qui suit l'actualité. Bon, et là, c'est ça, je veux qu'on plonge là-dedans pour qu'on comprenne que c'est pas le cas, visiblement. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par le processus d'approbation? Quand on dit on va investir tant d'argent dans tel projet? Mais mettons Nordvolt, là, où il y a 500 millions. Ben écoutez, moi, je suis pas dans la tête du ministre de Non, je sais, donc, mais et dès le début, il y a plein d'observateurs du milieu qui disaient « Oh, attention, lumière jaune », et le gouvernement est allé foncer les yeux fermés. Mais comme je vous dis, moi, je suis pas dans ce milieu-là. Je vous dis juste en tant qu'observateur, on a l'impression que des fois, les processus sont pas si rigoureux pour décider si on investit ou non. Mettons la Caisse de dépôt ou Investissement Québec, mais j'imagine que c'est pas le cas. Ben, moi, je peux dire, dans les processus que j'ai vécu de toute ma vie, ils étaient ultra rigoureux. Ben, tant mieux. Ce qui me surprend tout le temps, c'est quand il arrive des Nordvolt. Oui, c'est ça. Bon, c'est le politique. Hein? Je pense que c'est le politique qui embarque puis qui fait des court-circuits. Des fois, c'est comme là, avec tous ces gens-là, c'est tout relié à mettons, au véhicule électrique. Oui. Donc, à un moment donné, c'est comme si on dit all-in dans le véhicule électrique. Puis là, le problème, c'est all-in trop vite. Comme là, on vient de voir que la Suède vient de tirer la plug.
Nous, au Québec, on est beaucoup plus long à tirer des plugs comme ça. On veut aider. Mais Catherine, je donnais l'exemple de Nordvolt parce que... mais moi, je vais apporter une nuance on s'est servi du mot innovation pour faire accepter tout ça aussi, là. L'innovation a été politisée. Ah oui, le large, l'innovation. Bon, Mais moi, je vais apporter une précision sur ce que tu dis, Yves. Les processus de décision d'appui de la Caisse d'Investissement Québec, du Paris CNRC, dans le fond, de tous les intermédiaires d'innovation qu'on a, il y a des processus très, très clairs pour approuver les financements. Puis quand on parlait de formulaires, il y en a autant que de programmes. C'est-tu papier ou numérique, les formulaires? C'est des formulaires numériques. Oui. Ah, OK. Bon. Là où il y a une différence, je pense que dans le cas de Nordvolt, le Québec n'a pas voulu manquer le bateau de la batterie du véhicule électrique. Ouais. C'est une décision politique, c'est pas une décision d'un investissement Québec qui va décider, oui, tu as un appui de 15 millions. Non, c'est ça. C'est ça qu'on sentait. Fait que c'est pas du tout le même processus d'attraction des entreprises internationales que le financement des entreprises qui sont de chez nous. Catherine, peut-être qu'il manque de processus au niveau gouvernemental. S'il y avait eu une grappe... En fait, parlons de comment ça fonctionne, les grappes. Parce que ça aussi, on a l'impression qu'il y a un buzzword dans les médias quand on annonce, des policiers annoncent, nous allons créer une grappe technologique, nous avons créé... Quand le gouvernement fédéral a lancé l'idée en fait, ça s'appelait l'initiative des super grappes d'innovation à l'époque. Ils ont lancé un grand concours. On n'est pas des grappes, on est des super grappes. On était dans les super grappes. Donc, dans le fond, on voulait essayer de créer des grappes de grappes ou des réseaux de grappes du Canada. Vous opinez du bonnet, on sent un peu de cynisme. Oui, parce que ces grappes-là, ils étaient supposés être les 5 meilleures, puis on s'est rendu compte qu'il y en avait une dans les prairies, une en BC, une maritime, une au Québec, puis une en Ontario. OK, donc relativement surprenant. C'était bien réparti géographiquement. Très bien réparti géographiquement. C'était politique, donc, un petit peu. Il y a eu ce programme-là fédéral en janvier 2020. Et puis là, on est rendu dans la notion d'écosystème d'innovation. Donc, moi, j'apparenterais davantage l'initiative des super grappes d'innovation qui s'appelle maintenant les grappes d'innovation mondiales. Je pense que les gens n'ont pas aimé le terme super. Là, ça leur donnait une espèce de c'est rendu mondial. Oui, c'est des grandes innovations mondiales. Bientôt intergalactique. C'est la prochaine étape. D'accord. Il faut juste être capable de passer l'espace intersidéral, mais c'est un petit détail. Mais Normand, tu parlais d'une grappe plus. À part l'innovation puis du milieu de vie, on a voulu attirer des grandes entreprises, puis la grappe ne pouvait pas exister sans qu'il y ait un investissement majeur de grandes entreprises. IBM, Bromont, c'est un exemple de grappe, ça? Nous autres, on l'a appelé un écosystème super performant initialement parce qu'on pensait que dans les zones d'innovation, il y aurait des sommes colossales, ce qui n'est pas le cas. Okay. Une zone d'innovation, pour moi, de la façon dont je le vois, il doit être constitué d'un minimum de grandes entreprises, les trains qui vont amener l'innovation plus loin. Il doit absolument pouvoir supporter les jeunes pousses. Donc, il doit avoir un genre incubateur, accélérateur dans le coin, un centre d'innovation aussi, là où il va vraiment avoir un foisonnement d'idées, échange de bons processus, de bons procédés, échange de propriété intellectuelle aussi. Et ça, c'est pas évident parce que justement, quand on parlait tantôt là, de collaboration, souvent les compagnies tiennent à garder la propriété intellectuelle. Et dans certains secteurs, comme dans le secteur de la microélectronique, que je connais très bien, extrêmement important parce qu'on a ce qu'on appelle du cross-licensing agreement, c'est-à-dire on peut s'échanger les brevets. Donc, ce que tu as inventé, ce que j'ai inventé, ben, je te permets de le prendre. Donc, une licence, ça n'a aucune valeur dans ce monde-là. Alors, chacune des industries a ses difficultés. Et dans le cas d'une zone d'innovation, oui, il y a le milieu de vie. C'est plus qu'un quartier industriel. On a commencé à penser à des zones biophiliques, c'est-à-dire qu'il y a des zones qui sont étudiées pour s'assurer que les gens se sentent bien, que la productivité va augmenter automatiquement. Puis il y a beaucoup de données au niveau universitaire qui existent, surtout en Europe parce qu'ils l'ont fait, qui démontrent que la productivité augmente dans des zones comme ça. Puis la façon que je le décris facilement, moi, c'est on va attirer
On veut planter le bon arbre qui va attirer le bon oiseau, qui va chanter la bonne chanson pour nous calmer. On veut pas avoir des corneilles dans le coin. Parce que le chant d'une corneille n'est pas nécessairement quelque chose qui est très plaisant. Non. Et automatiquement, quand tu as des zones biophiliques, les gens ne pensent pas de venir, de rester à la maison travailler. Ils sont portés à venir travailler sur place. Et pour moi, une zone d'innovation, il faut qu'il y ait un échange entre des personnes. Et si on est chacun chez soi, cette interaction-là est beaucoup plus difficile. Fait que les zones d'innovation, ils recherchent tout ça. Ils recherchent un milieu de vie parce que les gens vont être présents, vont être portés à vouloir travailler là. En même temps, ça vient avec un paquet d'autres difficultés parce que maintenant, les couples travaillent, puis c'est pas nécessairement dans la même région ou dans les mêmes intérêts. Donc, les zones d'innovation, on veut que ce soit des zones d'innovation dans un milieu spécifique, dans un projet spécifique, mais on aimerait qu'il y ait plusieurs autres éléments qui sont aussi dans l'innovation. Donc, à Bromont, c'est le fun. On a des centres de recherche en santé, on a des centres de recherche en sport, on a des centres de recherche en microélectronique, en robotique. Alors, on est chanceux, on a cette diversité-là qui fait que globalement, quand tu as une zone d'innovation, ben, tu peux attirer des familles, puis ces familles-là vont venir travailler parce que c'est plaisant. Est-ce qu'il y a une recette québécoise par rapport à ça? Parce que je lisais dans votre texte, entre autres, paru dans la presse, puis dans les notes qu'on a élaborées ensemble, notre côté patenteux. Est-ce qu'il peut être une composante intéressante en innovation? Ben, pourquoi pas? Quand on pense au motoneige, il fallait se déplacer sur la neige, c'était la façon la plus efficace de le faire. Je crois que le carburant de l'innovation, c'est la misère. Les plus grandes innovations ont été faites durant les guerres. Donc, en période de crise, guerre, en fait. de crise. C'est toujours la même chose. Pas de souffrance, pas de changement. Donc, puis ici, au Québec, on n'aime pas ça, la souffrance. Donc, ça... Mais je trouve ça triste de voir ça de cette façon-là. Ça devrait faire partie de notre ADN de toujours vouloir changer les choses, être mieux. Bon, là, c'est sûr que moi, j'ai un biais. Là, je suis une chercheuse qui dit l'innovation. Je suis toujours tournée vers l'avenir, vers les nouvelles idées. Je suis toujours émerveillée par les nouvelles technologies qu'on met en place. Mais il faut qu'on prenne les choses en main. Quand je parlais tantôt des obstacles, les entreprises qui mettaient elles-mêmes en place des mécanismes pour surmonter les obstacles, elles y arrivent puis réussissent à innover. La part de gouvernement, c'est peut-être 10%, puis 90% de l'entreprise qui amène l'innovation plus loin. Là. Moi, j'ai un concept que j'appelle la misère contrôlée. Donc, j'essaye de toujours créer une misère dans les organisations, même si ça va bien. Donc, même si on a des bons résultats... moi, je ne veux pas t'avoir comme patron. Je crée une forme de misère, de petite misère qui est comme présente. C'est comme le stress. Il y a un stress positif puis négatif. Donc, il faut se garder... Une misère, le fun. Le fun. Donc... Mais tu sais, là, la misère vient aussi que quand tu forces le changement, il y a la résistance au changement. Puis ça a été très bien étudié par plusieurs universitaires. Si tu ne gères pas le changement, tu n'y arriveras pas. Fait que oui, tu as raison. Moi, je me souviens d'avoir eu des discussions avec des gens dans le centre d'innovation, le C2MI, où les gens se sentaient inconfortables parce que ça allait trop vite. Ben, il y a des gens qui sont pas faits pour le changement. Il y a des gens qui sont pas faits pour la R&D, parce que la R&D, c'est tout le temps, on va dans des nouveaux milieux, c'est toujours inconnu, puis on sait jamais ce qui va arriver. Fait qu'il faut en prendre en compte. Alors, tout à fait. Puis quand je dis qu'il faut en parler, l'innovateur en chef, il faut parler d'innovation. Puis plus on va en parler, ben plus les gens vont commencer à se poser des questions. Ben, c'est-tu le bon terme, l'innovation? Ça doit être le changement. S'améliorer. Moi, je sais bien que chez IBM, on appelait ça l'amélioration continue. Ben, il y avait des fois de l'amélioration qui était un petit peu, puis il y avait des grandes améliorations. Ça, malgré le fait qu'on voulait changer, il y avait beaucoup de réticence dans les grands changements. Quand j'étais au conseil d'administration de Québec Innove, je poussais beaucoup cette idée-là d'avoir des super connecteurs. Là, quand on parlait de super connecteurs, c'est des gens, là. C'est des gens qui disent... Hey, des électrons libres, qui se promènent. Ben, qui pourraient être payés par les deux organisations, mais dont le rôle, c'est de faire le pont entre les intermédiaires pour s'assurer que, il n'y a pas de redondance, qu'on ne part pas deux programmes qui sont similaires dans deux organisations. Parce que ça, c'est coûteux, cette duplication-là de tous les efforts. Puis, à un moment donné, on se ramasse qu'on
On a trop d'incubateurs, d'accélérateurs que d'entreprises qui pourraient être incubées. Ouais. Donc, on ne peut pas se permettre de gaspiller notre argent, encore moins maintenant. Donc, ça nous prend une plus grande coordination. Donc, moi, je poussais beaucoup cette idée-là à Québec Innove. Bon, là, le volet politique a décidé de fermer Québec Innove, de repartir ça sous un autre nom, ils font ça, de façon différente, qu'on a appelé le Conseil de l'innovation du Québec. Ouais. On a nommé un innovateur en chef qui est Luc Sirois, qui est pas mal plus que juste un cheerleader de l'innovation. Ils ont mis en place un réseau de conseillers. Bon, je pense que le réseau de conseillers en innovation existait déjà du temps de Québec Innove. On les a remobilisés, on les a reformés. Mais de bâtir cette collaboration-là entre les RSRI, les intermédiaires de recherche, les intermédiaires d'innovation, c'est très difficile parce que chacun est on a parlé d'écosystème tantôt, chacun est un organisme qui veut sa propre survie à l'intérieur de l'écosystème. Donc, ils vont se battre pour avoir leur financement, démontrer... Rester pertinent. Ben oui, rester pertinent, mais surtout continuer de pouvoir payer leur monde. Tu sais, c'est juste le propre de l'être humain de vouloir survivre, de vouloir que ton organisme survit. Donc, les gens croient à la mission, mais à un moment donné, ça devient difficile de voir à l'extérieur ce qui se passe. Mais là, on a vraiment besoin de s'ouvrir davantage pour être capable de collaborer. Dans l'article de la presse publié le 11 mars 2025, je mentionne qu'il y a un certain mouvement vers la collaboration. Donc, d'être capable de vendre ce qui est produit en Beauce à Edmonton. Il y a des barrières tarifaires là, entre les provinces. Il y a des barrières plutôt réglementaires. Okay. Donc là, il y a une espèce de mouvement pour dire peut-être qu'on peut arrêter d'envoyer tout aux États-Unis puis transformer les choses chez nous, d'avoir davantage de valeur ajoutée chez nous, qu'on ne transforme pas nos minéraux critiques, nos métaux. Ça fait des décennies qu'on le dit. Moi, Yves, vous l'avez dit, là, on est en crise. On nous écoute pas. Arrête de rire, non, c'est pas facile. J'ai bien aimé, on nous écoute pas. Ouais. Mais ce dialogue-là, entre les universitaires et les entreprises, il faut qu'on travaille davantage ensemble. On n'est pas juste dans une tour du vent, on a des bonnes idées. Moi, je veux qu'on parle de ce qui se passe parce qu'on est dans l'actualité, forcément, puis il y a cette guerre commerciale avec les États-Unis. Vous en parlez dans votre texte, Catherine Baudry, qui a été publié. Mais moi, là, de l'extérieur, encore une fois... Tu sais, j'écoutais Isabelle Hudon qui disait « Ah oui, il faut changer nos processus. » Puis tu sais, en 2016, Trump, là, c'est son premier mandat. On le savait, là. C'est sûr qu'intégrer une chaîne d'approvisionnement nord-américaine... Ça change pas du jour au lendemain. Non seulement ça, mais c'est l'affaire la plus logique parce que ça minimise le transport, la génération de gaz à effet de serre. Tu n'as pas besoin de transporter les choses très loin. Or, quand on extrait du minerai lithium puis qu'on l'envoie en Chine pour se faire transformer, puis qu'après ça, on les réimporte ici pour faire X, Y, Z, ça n'a pas de bon sens. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Il faudrait qu'on transforme chez nous. Tu sais, on part de 1 cent la tonne à l'époque, puis on ne transforme pas chez nous. Donc, d'une part... On n'est pas très loin d'une scène. Le plan Nord, puis tu sais, il y a eu des articles, il y a des gens qui ont mesuré, ça nous a coûté collectivement plus que ce qu'on a retiré. Regardez le prix du lithium en janvier 2023 ou 2024, qui était 20 000 $ la tonne, puis que peut-être moins d'un an plus tard, c'était rendu à 1 000 $ la tonne. Comment tu peux bâtir une mine puis être rentable si ton prix varie de cette façon-là? La gestion de nos minéraux critiques, de nos métaux, là, je pense qu'on n'a pas le choix de le transformer ici. J'entendais, je pense que c'était Véronique Proulx qui disait dans un reportage ou dans la presse, je me souviens plus exactement où, mais elle disait qu'il n'y a pas de marché interne pour nos minéraux critiques. Moi, je suis tombée en bas de ma chaise. Je dis, voyons donc, comment ça se fait qu'on ne transforme pas ça chez nous? Ça n'a juste pas de bon sens. Je ne suis pas d'accord à ce que ça va être fini comme ça parce que le monde il manque un peu de vaillance. Là. Parce que c'est pas la première fois. Qui manque de vaillance? Les entrepreneurs d'ici. Okay. On aime mieux la façon simple, la façon pas trop d'efforts que la façon avec beaucoup d'efforts. Parce que la crise qu'on vit présentement, là, du 25 %, on a eu une crise similaire, là,
là, une quinzaine d'années, c'était de partir avec le dollar à 65 cents qui a monté à 1 piastre dans l'équivalent de 3-4 ans. Puis ça, c'était pas un tarif, c'était juste la variation du dollar. Donc, c'est 50% de plus d'augmentation. Donc, c'est comme un tarif de 50%. Donc, les entreprises, puis la gang de Beauceron dans ce temps-ci qui chialent, qui disent « Hey, nous autres, ça nous coûte cher parce eux autres, les Beauceron vont beaucoup avec les États-Unis. » Bien sûr. Ben, ils ont vécu exactement la même affaire il y a 15 ans. Puis là, ils revivent encore la même affaire, puis ils font encore les mêmes chiolages. Donc, moi, personnellement, j'avais pris, puis j'étais dans une entreprise avant où ce que le propriétaire ne voulait pas avoir une usine aux États-Unis. Donc, moi, je disais, on avait 60 millions de chiffre d'affaires. Je disais, il me semble que ça serait normal d'avoir une usine aux États-Unis lorsque tu as 30-40% de ton chiffre d'affaires aux États-Unis. Puis pourquoi lui, il voulait pas? Parce que c'était trop fatigant. Donc, ça ne tentait pas d'aller de gérer une entreprise dans le Midwest, puis d'avoir des problèmes du Midwest, puis avoir un permis de travail. Tu es au Midwest. Donc, moi, quand j'ai quitté, j'ai embarqué avec mon frère dans l'entreprise qui était familiale, mais il n'y avait plus rien de familial là-dedans, à part c'était moi et mon frère. Puis, lorsqu'on est arrivé avec 4 millions de chiffre d'affaires, j'ai dit, puis on voulait aller aux États-Unis, ben, j'ai dit, si on veut aller aux États-Unis, on va s'acheter une entreprise aux États-Unis. On était dans le milieu de la défense. On était prêt à percer la défense aux États-Unis. Donc, on a dit, si on veut percer la défense aux États-Unis, ce serait plus vite d'acheter une entreprise dans la défense aux États-Unis. Donc, on a acheté une petite entreprise qui avait un 2,5 millions de chiffre d'affaires, où ce que dans le temps, c'était $1 pour $1 le taux de change. En 2011, qu'on a finalisé. Puis on a acheté. Donc, on a diminué un risque. OK? Déjà, étendre nos marchés à 2 places. C'était énormément d'efforts. Là, on était à Québec pour aller à San Diego. C'est 8 heures minimum de perte de vie, aller puis revenir. Donc, c'est de l'effort. Puis, c'est du stress, puis c'est du risque. Puis, on a fait grandir ces entreprises-là. On a acheté une deuxième. Ensuite de ça, on a acheté une deuxième à Québec, une troisième à Québec. Mais c'est en faisant ça, ça nous a permis de diminuer notre risque. Puis, ensuite de ça, à Québec, ben moi, on a dit, nous, on va vendre au monde. Okay? On va essayer d'avoir des produits qui se vendent à travers le monde. Donc, on vend pour à peu près 10-12 millions en Chine. On vend aux États-Unis. On vend en Europe. On vend en Corée. On vend au Japon. Donc, quand il arrive une secousse comme celle-là, on achète notre matériel en Europe. On achète aux États-Unis. Donc, c'est comme un portefeuille équilibré. Comme entrepreneur, c'est plus complexe, mais c'est... Mais pourquoi les autres font pas ça? Parce que c'est ça qu'on sent, là. Il y a une panique, là. Vraiment. Parce que c'est plus facile de pas le faire. C'est super intéressant ce qu'il dit parce qu'il est peut-être visionnaire. Les gens qui délocalisent leur production, d'habitude, le font que seulement pour le coût et non pour le positionnement pour le principe, et équilibrer son portfolio. Alors, je dirais, c'est définitivement quelque chose que les gens devraient regarder de plus en plus, mais aujourd'hui, ça n'a jamais été fait pour ces raisons-là. On délocalise pour avoir des meilleurs coûts. Parce qu'aujourd'hui, les chaînes d'approvisionnement ont été considérées comme étant des chaînes d'approvisionnement mondiales. On demandait à des compagnies locales d'être globales. Puis là, maintenant, on demande aux compagnies locales de devenir globales. Puis si je prends l'exemple des semi-conducteurs, TSMC, le plus grand fabricant de puces au niveau mondial, installe maintenant 3 usines de semi-conducteurs aux États-Unis, valeur de 63 milliards de dollars. C'est immense. Et ça, c'est pourquoi? Parce que leurs clients leur ont dit, les chaînes d'approvisionnement mondiales deviennent trop à risque. Je veux que tu produises maintenant chez nous. Pour moi, le chez nous, c'est l'Amérique. Fait que je vois que Yves, il voit plutôt ça comme étant même peut-être plus régional encore que ça. Moi, quand je voyais mes 3 grands segments de marché maintenant, je voyais l'Europe, je voyais l'Amérique, puis je voyais l'Asie. Là, aujourd'hui, on se rend compte que l'Amérique, pour la confiance qu'on avait bâtie au travers des années avec les États-Unis. Puis là, il faut voir un peu plus grand. Malgré le fait que le Canada a 9 ou 10 ou 12 trade agreements, les ententes de libre-échange. Puis on a accès à 1,5 milliard de clients au travers du monde. Fait qu'il y a beaucoup de traités de libre-échange au Canada, mais est-ce qu'on peut même penser que les traités vont être maintenus? Oui, c'est ça que j'allais dire. Parce qu'on a un voisin du Sud, on a un voisin au Sud qui s'en torche un peu, il bafoue même l'entente qu'il a lui-même négociée. Plus ou moins, je pense, présentement, c'est une négociation de gros bras.
Oui. Mais allez faire on est en train d'implanter encore là pour diversification de marché. Oui. Avec Chaiveau, on est en train d'ouvrir une usine au Mexique. Donc, on a loué notre bâtisse. Notre directeur est engagé. Il arrive à soir à Québec pour 2 semaines de formation. Dans un objectif, encore là, de séparer le risque. Oui. Okay? De s'accoter avec notre plus gros client qui est Intuitive Surgical à Mexicali au Mexique. Pour louer le local, il a fallu que je fasse la frontière au complet, de Tijuana à Tecate, Mexicali. Pour comprendre, puis ensuite de ça, jaser avec les gens de l'industrie automobile, pour comprendre que avant, c'était la Chine. On disait la manufacture du monde, c'était la Chine. C'est plus vrai, ça. Ouais. La manufacture des États-Unis, présentement, c'est le Mexique. Ouais. OK? C'est le Mexique, la manufacture des États-Unis. C'est pour ça que le premier pays qui a eu un break, ça a été le Mexique. Parce que la gang de personnes qui donnent de l'argent à Trump, à tous les politiciens aux États-Unis, lui ont dit « Hey, tu peux pas arrêter ma chaîne d'approvisionnement. » Ouais. Ton Intuitive Surgical, qui est le plus grand fabricant de robots de chirurgie au monde, 60% de ses ventes, c'est des accessoires, sont faites à Mexicali. Ouais. Donc, le lendemain, là, qui aurait ça va lui coûter 25%. Ils veulent pas, eux autres. OK? Parce qu'ils vendent principalement aux États-Unis. Ouais. Donc, il faut comprendre notre écosystème. Puis, j'ai personne que j'ai entendu dans les médias analyser un peu la macroéconomie. Ou dire qui achète les avions de bombardier. C'est les milliardaires américains. Okay? C'est pas compliqué, c'est les milliardaires américains. Quand que le milliardaire américain va être obligé de payer 15 millions de plus en droits de taxes, là, ben, il va appeler son gouverneur, il va lui dire « Ça te tente-tu d'avoir 15 millions, d'avoir de l'argent? » Donc, il faut analyser aussi cette notion-là pour être capable de bien négocier. Présentement, il faut comprendre c'est quoi un tarif. Okay? Un tarif, c'est une taxe payée par l'utilisateur. Mais présentement, Trump il est en train de charger une taxe à son peuple. Yves, tu mentionnes que c'est une taxe à la population américaine, sauf que ce qu'on entend, c'est que les entreprises canadiennes vont absorber une partie de ce 25 %-là. Donc, vont réduire leur prix pour rester compétitifs. Et c'est là qu'on va avoir besoin énormément d'innovation, parce que si on veut réussir à absorber ces coûts-là, il va falloir qu'on change très rapidement nos façons de produire. Ça ne peut plus se faire à la bonne franquette sans transformation numérique. Donc, s'il y a une impulsion pour faire la transformation numérique au sein des entreprises, c'est celle-là. Donc, il ne faut pas gaspiller une bonne crise. Il faut encourager les entreprises à faire leur transformation numérique. Si on est préparé, mettons, numériquement, là, c'est ça qu'on parlait, nous, on est en train de mettre en place un site web pour la vente de produits dans le domaine de la science de la vie. Donc, toute l'équipe est en train de monter ça. On a mis en place notre système ERP, connectivité avec les systèmes. Mais notre clientèle est principalement aux États-Unis. Donc, le problème, on avait prévu faire la distribution via Québec. Donc là, tu arrives avec un tarif de 25 %, puis là, tu dis, qu'est-ce que je fais? Ça veut dire que tous mes produits, demain matin, viennent à 25 % plus cher. Donc là, on dit, on est préparé, nous. On a déjà notre système ERP. C'est un système sur le cloud. Donc, on a dit, au lieu de mettre le siège de distribution à Québec, on va le transférer aux États-Unis. Donc, comme ça, les gens vont livrer aux États-Unis, puis on va relivrer des États-Unis. Mais on a déjà la technologie qui est prête à faire ça. Donc, on a juste à transférer Fait que vous, dans le fond, vous n'êtes pas en guerre commerciale. Moi, je suis en guerre de la performance. Tantôt, quand je parlais de la misère, là, c'est de dire, là, 5 ans, qu'est-ce qui arriverait si ça arrive? Okay? Donc là, se préparer pour ça, avec les outils numériques. Comme quand tu es bien organisé numériquement, ça devient beaucoup plus facile. Comme là, c'est de dire, se pose la question, est-ce qu'on pourrait transférer des machines du Québec vers les États-Unis? OK? Comme on a regardé le Mexique pour transférer des machines là. Puis, quand on parle d'innovation, c'est d'avoir une vision un peu plus grande. L'idée d'aller au Mexique, c'était de diminuer les coûts. Donc, j'ai fait la tournée des entreprises, puis j'ai été extraordinairement surpris par 2 éléments. Par l'âge des gens, puis la quantité de jeunes universitaires qu'il y avait, c'est exceptionnel. Les gens sont suréduqués là-bas.
de qualité, suréduqués, brillants. Les Mexicains ne traversent pas la frontière, c'est les Vénézuéliens qui traversent. Ah ouais. C'est les Colombiens, c'est les gens. Les Mexicains, ils veulent rester chez eux. Ouais. Donc, mon innovation, ça a été de dire, au lieu d'utiliser, mettons, mettons juste les bras à faible coût, je vais travailler à utiliser les têtes à faible coût. La quantité, il y a 18 universités à Mexicali. OK? C'est 40% de leur industrie, c'est le manufacturier. Ouais. Donc, ils sont beaucoup plus avancés qu'ici. Les gens aiment ça. Ouais. Donc là, on n'a pas juste engagé. Le premier employé, ça n'a pas été un machiniste, ça a été un ingénieur. Ouais. OK? Parce que j'ai dit, hey, l'ingénieur coûte 4 fois moins cher qu'au Québec. Ouais. Ces gens sont bien formés. On va utiliser les ingénieurs du Mexique. Donc, une notion, 18 000 US. Ouais. OK? Donc, peut-être 3 fois moins. Mais c'est ça, moi, que je juge l'innovation. C'est d'arriver dans en même temps, c'est l'innovation. Je veux dire, oui, mais vous allez chercher des talents moins chers. Si tout le monde fait ça ici, nos ingénieurs vont devoir... vont devoir produire plus. OK? Comme aux États-Unis, les ingénieurs coûtent à peu près 2 fois plus cher qu'ici. Ouais. À New York, dans notre usine. Donc là, on est en train de transférer l'ingénierie à Québec. Catherine, okay. Ça, c'était pas dans le plan d'épisode, mais... Ouais, non, mais ça, c'était pas du tout planifié, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Là, tu parles à 2 ingénieurs. Hein? Oui, Normand et moi, on est 2 ingénieurs ici, là, donc on va se défendre. Il faut pas oublier que notre tissu social paye pour le fait que quand tu as un employé qui se blesse, il perd pas son emploi, sa famille perd pas sa maison, pas dans la famille n'est pas dans la rue. Ça, c'est des valeurs qu'on s'est doté, dont on s'est doté au Québec, au Canada. Oui. Ce tissu social-là ou cet appui social-là qui fait en sorte que tu te retrouves pas à la rue, ça se paye, c'est très important. Je suis d'accord avec vous, Catherine, là. Mais on en a besoin. C'est ça qui rend nos minéraux critiques plus chers. C'est ça qui rend nos produits plus chers. Oui. C'est pour ça qu'il faut innover davantage. Parce qu'il faut pallier la main-d'œuvre moins chère. Il faut la combattre par davantage d'innovation, davantage d'investissement en capital. Pour rester compétitif, il faut toujours qu'on soit en avant de la parade en termes d'innovation. Puis par la suite, ça se rend dans les autres régions. Oui. Mais il faut qu'on investisse dans notre augmentation de compétitivité pour justement pallier le fait qu'on a des salaires plus élevés parce qu'on se paye des hôpitaux, on se paye des écoles, on se paye des garderies à 10 $. Ça vaut de l'or. Donc, moi, quand j'entends ce discours-là de, il faut délocaliser parce que la main-d'œuvre est moins chère, ça, pour moi, c'est un discours des années 80. C'est utiliser tout le potentiel du monde pour réussir. Mais, OK, non, oui, mais reste que, vous le dites, vous allez au Mexique parce que ça coûte moins cher. Au-delà de, hey, ils sont éduqués, puis ils veulent, puis ils aiment ça. On est voisins d'Intuitive. Oui. OK, donc c'est d'aller chercher une proximité. Oui. Moi, écoute, ça vient me chercher depuis le début, là. Premièrement, je pense que tu as mis le doigt sur le beau point, mon Yves, tu as mentionné les dollars dans la pièce. On est artificiellement compétitif parce qu'on est à 70 cents dans la pièce. Ça fait mal. Deuxièmement. Parce qu'il y a des gens qui aiment ça, mais il y a d'autres gens qui aiment moins ça. C'est un couteau à deux tranchants. Là, je vais commencer par là. On va parler d'automatisation, puis après ça, on va parler de main-d'œuvre. Oui. Parce que tout ça, c'est interrelié. Oui. J'ai eu la chance de rencontrer les manufacturiers exportateurs du Québec et je suis resté estomaqué de la réponse qu'ils m'ont donnée. Puis je vais vous la donner tantôt. Alors, compétition mondiale depuis des années dans le microélectronique. On a toujours compétitionné contre le Sud-Est asiatique. Oui. Devinez quoi? On a toujours investi dans les meilleurs équipements. Oui. Les mêmes équipements qu'ils ont, by the way. Oui. Alors, à un moment donné, tu te rends compte qu'avec le coût de dépréciation, etc., le coût de la main-d'œuvre devient de moins en moins important parce que tu as tout automatisé. Oui. Pour automatiser, il faut que tu maintiennes. Exportateurs du Québec, je les rencontre. Normalement, depuis la pandémie, il manquait de main-d'œuvre. On a tout fait face à ça. Et ce que les gens ont fait, c'est quoi? Ils ont commencé à automatiser. Ils ont mis des robots. Oui. Et je vois encore le président de la compagnie me regarder et me dire, Normand, c'est bien beau, là, j'ai sauvé 5 personnes. Ouais. J'en avais besoin pour continuer à maintenir ma productivité et tout. Formidable. Il dit, mon robot est tombé down, j'ai été 2 semaines down parce que j'ai pas la main-d'œuvre. Et ça, c'est l'autre bobo qu'on a au Québec actuellement. L'automatisation, le contrôle, les techniciens qu'on a besoin ne sont pas disponibles. On a une pénurie à ce niveau-là. Il y a une pénurie à ce niveau-là. Il faut vraiment... Je pense que c'est un projet social qu'on doit avoir. Il faut convaincre nos jeunes
de continuer leur progression puis leur éducation au niveau au moins du cégep, sinon universitaire. Parce qu'effectivement, l'innovation passe souvent par l'éducation aussi. Oui. Un secteur qui réfléchit très bien à cette intégration-là, c'est le secteur aérospatial. Quand ils discutent, les cégeps sont autour de la table, les universités sont autour de la table, les PME, les grandes multinationales, les grandes entreprises chez nous, et ils anticipent déjà quels vont être les besoins, notamment en matière de techniciens, dans les années à venir, quelles compétences vont devoir avoir. Donc ça, il faut qu'on répande ça à la grandeur du Québec. Tout le monde n'a pas besoin d'être un ingénieur. Les techniciens sont essentiels. Puis bien souvent, ce qu'on voit dans, notamment à l'université, là, quand on a des grandes subventions qui viennent de la Fondation canadienne pour l'innovation, les techniciens travaillent autant avec les équipes de recherche qu'avec les industriels. Donc, les personnes-là sont pivots. Donc là, on revient à la collaboration université-entreprise, mais qui est facilitée par des infrastructures de recherche dont on s'est doté. Là, je m'excuse, je t'ai coupé. Non, mais c'est exactement un des buts des zones d'innovation, c'est faire l'adéquation entre les besoins de l'industrie puis les cursus actuellement des réseaux académique pour voir, premièrement, est-ce qu'on a une adéquation? Sinon, est-ce qu'on peut changer le cursus? Puis, est-ce que les besoins de l'industrie sont vraiment bien compris par le milieu académique? Ça, c'est un des mandats forts des zones d'innovation actuellement. Puis, peut-être que, justement, l'aérospatiale a toujours agi comme une zone d'innovation, parce que bon, c'est quand même la 3e zone au niveau mondial. Là. La raison pour laquelle on a été capable de faire ça en aérospatial, c'est qu'on est capable de construire un avion au complet autour de Montréal, à l'intérieur d'un réseau de 100 km. Cette force de frappe-là, d'être capable d'avoir toute la chaîne, c'est un avantage. Et quand on prend nos minéraux critiques et on les exporte en Chine, veut pas, on a perdu cette proximité-là qui nous permet d'innover. Alors, la volonté y est, au moins, Catherine, je peux te le garantir, parce que toutes les zones d'innovation travaillent sur les chaînes d'approvisionnement et les matériaux critiques font partie de la réflexion. Puis, moi, je dirais, on parle beaucoup d'organismes, là, de support. Il faut apprendre aux entrepreneurs à se lier aux universités. Okay, moi, je trouve que c'est un très grand... Mais c'est une méfiance naturelle ou ils le font pas parce qu'ils n'ont pas le temps? On dirait que c'est les deux secteurs pensent qu'ils ne sont pas faits pour être ensemble. Donc, quand tu parles aux entrepreneurs, mettons, ils ont peur. Puis quand tu parles aux universitaires, globalement, je ne parle pas de chacun, bien sûr. Ils pensent que les entrepreneurs ne veulent pas. Puis moi, personnellement, je trouve ça très facile. Parce que en réalité, c'est du monde comme nous autres. Là. Puis on l'oublie, mais c'est des humains. Non, en réalité, les universitaires, c'est des humains. En réalité, on a étudié en même temps qu'eux autres. Puis comme moi, j'étais tanné d'aller à l'école, j'ai été dans l'entreprise. Puis les autres, ils n'étaient pas tannés, ils ont continué. Là. Donc, c'est la seule différence, c'est ça. Donc, on a un rôle d'influence comme personne. C'est un dialogue. Puis, il faut que les gens le fassent, là. Puis, il faut pas être gêné. Puis, souvent, les gens me disaient, ouais, c'est trop compliqué. Ben, j'ai dit, ils sont pas toutes trop compliqués. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise expérience, avoir toutes les mauvaises expériences. On n'est pas tous mariés avec la première blonde qu'on a eue à 14 ans. Là. Si tu parles aux entrepreneurs, ils vont dire bien souvent ça prend ben trop de temps, c'est ben trop compliqué. Les professeurs universitaires font leur grand possible parce qu'ils vont chercher des leviers financiers extrêmement intéressants. Aussi, tu peux en faire beaucoup plus pour le même dollar. Mais tout ça fait que si tu commences à comprendre les problématiques, tu les abordes, tu vas réussir à trouver les solutions pour aller plus vite. Et ça, encore là, je reviens sur les zones d'innovation, c'est un des éléments qui est adressé actuellement. On parle avec les réseaux scientifiques de recherche industrielle, on parle avec le gouvernement, on parle avec les universités, puis on essaie de comprendre c'est quoi les roadblocks, les barrières à l'innovation, puis pourquoi vous ne travaillez pas. Puis quand tu regardes les résultats, quand tu regardes les données, ben la majorité des projets qu'ils ont sont avec des grandes entreprises, pas nécessairement avec les petites. Et les petites n'ont pas nécessairement 12 mois à 18 mois avant de commencer le projet. Il faut que ça se commence tout de suite. Comment on fait pour faire ça? Ben, c'est tout ça qu'on est en train d'aborder. Puis j'espère que, Catherine, tu vas avoir des bonnes solutions pour nous. Mais on est en train de travailler avec et Polytechnique et l'Université Laval. Ça n'est pas comme quelqu'un à la retraite, normalement, en passant. Ben, je parle comme ça. On est en train, parce qu'on vient de finir la planification stratégique. Retraite, là, puis on vient de finir la planification stratégique de Technum Québec. C'est moi qui l'ai finalisé. Puis là, ben, c'est sûr que c'est la nouvelle direction qui est en train d'aborder ces points-là. C'est quoi Technum Québec?
Technum Québec, c'est la zone d'innovation des systèmes électroniques intelligents à Bromont. Voilà, Moi, je voulais juste te mentionner les leviers financiers. Un des indicateurs de performance du Québec et du Canada, c'est la grande part d'investissement industriel dans la recherche universitaire. Dans la plupart des indicateurs de recherche-développement, on est les cancres de l'OCDE, sauf pour celui-là. Ah, bon. Donc, il y a énormément d'investissements qui se fait. Puis, ça, moi, je n'ai pas de données concrètes là-dessus, mais je pense que ça vient de la création de MITAX. MITAX, c'était un réseau de centres d'excellence qui a été financé au début des années 90 et qui voulait créer davantage de collaboration université-entreprise. Donc, c'était des petits projets, où on payait pour des stagiaires, où l'entreprise paye une moitié du financement et MITAX paye l'autre moitié. Et ça a fait boule de neige et les autres organismes subventionnaires ont suivi donc le Conseil national de recherche en sciences et en génie, la même chose du côté du Québec. On a lancé plusieurs petites subventions et ça permet de connecter justement les petites entreprises avec les chercheurs pour répondre à des besoins. Donc, j'imagine que Yves, tu as utilisé beaucoup les MITAX dans le passé, mais je voulais aussi souligner le fait que c'est pas juste les universités. On a un réseau de CCTT, donc de centres collégiaux de transfert technologique. Donc, les CCTT dans les régions, c'est les organisations qui vont permettre de résoudre beaucoup de problèmes des PME locales. Tu n'as pas toujours besoin du chercheur ou de la chercheuse spécialisée dans X pour ton problème. Bien souvent, le CCTT va te permettre de résoudre un problème ponctuel assez rapidement. Tout est là. Tout est là. On a tous les ingrédients, on a juste besoin d'être mieux organisé. Puis avoir une volonté de le faire. L'autre chose, c'est, tantôt je parlais d'un projet présentement qu'on a sur la récupération d'énergie. Donc, nous autres, j'ai la vision qu'un jour, on va manquer d'énergie. Puis aujourd'hui, nous, on a des machines qui produisent énormément de chaleur. Comme aujourd'hui, un des grands problèmes des centres de données, c'est la production de chaleur. Puis il faut que tu sois capable de les refroidir. C'est pour ça qu'ils cherchent de l'eau, entre autres. Donc, nous, on a des systèmes comme d'air climatique qui refroidissent les machines, qui refroidissent la bâtisse, puis ça coûte une fortune. Donc là, on s'est mis avec l'Université Laval, avec Hydro-Québec, dans un projet pour, l'espoir dans 5 ans, dans 10 ans, de trouver quelque chose qui va récupérer l'énergie, qui va faire un peu comme le principe d'un frigidaire, pour refroidir nos entreprises à partir de la chaleur. De la chaleur. Donc, il faut que les entreprises, ça va nous coûter, mettons, tantôt on parlait du coût 80 000 $ sur un projet de 800 000 $. Mais je voulais revenir sur ce que tu disais tantôt, Normand. Tu parlais de l'achat des nouvelles machines, des meilleures machines. Tu as parlé du robot qui était nouveau, vous ne saviez pas quoi faire avec. Ça, là, c'est de l'or pour des équipes universitaires d'avoir la chance d'aller travailler sur ces nouvelles machines-là qui sont à la fine pointe de la technologie et de pouvoir les pousser plus loin. Les entreprises les plus innovantes que j'ai visitées, c'est celles qui souvent continuent de collaborer avec les concepteurs de ces nouvelles machines-là et qui les amènent ailleurs, qui poussent leur fonctionnalité. On parlait tantôt des patenteux. Il faut qu'on soit capable de vérifier si on pousse la machine pour faire ça, est-ce qu'elle va être capable de livrer? Il faut que tu sois prêt, si tu veux pousser la techno à là où ce que tu dis, pousser la productivité, de perdre cet avantage-là technologique à d'autres 6 mois plus tard. Parce que si tu ouvres le code, puis tu travailles avec ton fournisseur d'équipement, puis tu augmentes la vitesse de 30%, ça va profiter à d'autres. 6 mois plus tard, l'Asie va avoir le même équipement 30% plus rapide. Mais tu peux pas gagner. J'ai pas la même philosophie, moi. Moi, j'ai une philosophie, je base tout sur la vélocité et la rapidité. Toutes les notions là, de propriété intellectuelle qu'il y a avec les universités, moi, je signe ça comme s'il n'y en avait pas de propriété intellectuelle. Puis j'ai été avec le vice-recteur à la recherche à l'université il y a 2 semaines. Puis j'ai dit, comment tu reçois par année de toutes tes IP que tu as partout? C'est à peu près 0. Là. C'est des, les IP, c'est quoi ça? Les propriétés intellectuelles. intellectuelle. OK. C'est bon. pays. OK. J'ai dit, comment tu reçois
là-dessus. J'ai dit, ça doit te coûter plus cher d'avocat pour analyser tout ça. Puis là, j'ai dit, là, il faut changer ça. Ouais. Puis là, on va embarquer dans un processus à Laval pour changer cette notion-là. Je dis, ça n'a pas de bon sens. J'ai dit, tu crées une difficulté. Ça, c'est un autre sujet. Qui coûte rien. Trop d'avocats dans le monde. S'il y avait moins d'avocats, il y aurait moins de guerre. Moi, je suis persuadé de ça, mais ça, c'est pas le sujet de cette... Non, mais c'est exactement en lien avec l'innovation. C'est exactement en lien avec l'innovation. Oui. Être toujours en avant de la parade, c'est ce qui est le plus important. On est 13e au Canada en innovation, l'indice? Bon, ça dépend des années, hein. Ça oscille, tout ça. Ça dépend comment on mesure, mais on n'est pas champion. Là. Est-ce qu'on aurait besoin d'un observatoire de l'innovation? Je crois fermement qu'on a besoin d'un observatoire pour bien mesurer l'innovation. Il faut qu'on sache quel programme gouvernemental a quel impact, quel autre on en a beaucoup des programmes gouvernementaux qui auraient peut-être besoin de passer à la filière 13 et faire un petit peu de ménage là-dedans. Oui. Mais ça nous prend une organisation qui vient en appui, par exemple, au Conseil de l'innovation du Québec, qui fait de la recherche en collaboration avec les zones, avec les RSRI, avec le gouvernement. Les données, c'est la Oui, colliger les données. Base. Là, mettre ces données-là ensemble, c'est un enfer sur Terre. On a tellement de problèmes réglementaires. Là, je peux pas te donner tes données parce que toi, tu travailles pas pour telle organisation. Fait qu'on a toujours la moitié de l'histoire qu'on n'est pas capable de raconter. Puis là, on utilise des indicateurs comme on peut pour inférer ce qui se passe sur le terrain. Ouais. Donc, ça nous prend un centre de recherche puis un observatoire qui est associé au CIQ pour qu'on soit capable de dire au gouvernement, aux entreprises, tel programme pour telle entreprise qui a tel problème. Tant qu'on n'a pas un observatoire qui est capable de faire ce diagnostic-là. Donc, moi, avec mon équipe de recherche, on travaille un peu sur cette collecte de données-là, puis entre les collectes de données, parce que, évidemment, ça coûte cher, là, collecter de la donnée, ça prend du temps, ça prend... Puis les entreprises, c'est malheureux, là, ils veulent jamais répondre aux questionnaires, parce que tu reçois un questionnaire, tu achètes quelque chose sur Amazon, tu as un questionnaire, tu viens de réserver un billet d'avion, tu as un questionnaire, donc on a de l'écœur en titre par rapport aux questionnaires. Aux données, en fait. Mais il faut pas qu'on laisse tomber la donnée qui permet au gouvernement, aux intermédiaires de recherche de faire leur travail d'appui correctement. Ouais. Et puis là, cette méfiance des données-là est en train d'effriter la confiance qu'on a envers les données. Puis moi, qui suis une fille de données puis d'indicateurs, je trouve ça très dangereux parce qu'on ouvre la porte à gérer des entreprises, à gérer des gouvernements avec des œillères sans avoir l'heure juste. Moi, j'aime ce que j'entends, puis peut-être je pourrais proposer à Catherine de se coller aux zones d'innovation. Si on dit qu'il faut se coller à ce que une vision gouvernementale, il y a une vision gouvernementale de zone d'innovation, donc on veut que l'innovation passe par les zones, on veut pouvoir supporter les PME, puis ça c'est financièrement aussi. Alors, peut-être que l'observatoire devrait être associé à une des zones, puis qu'on parte de là. Comme ça, on risque d'être en lien avec une stratégie gouvernementale. C'est de l'innovation, c'est du support de PME. On s'entend tous, je pense que pour des écosystèmes, oui, tu as besoin de locomotives, mais les locomotives par elles-mêmes ne fabriqueront jamais des zones d'innovation. Ce n'est pas le paquet de petites compagnies qui foisonnent autour. Ouais. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire les CCTT, donc les centres collégiaux de transfert technologique. Ça veut dire les universités. Ça veut dire des centres de recherche qui sont totalement concentrés sur des innovations industrielles aussi. Ça veut dire des lieux où les gens vont se sentir bien pour venir travailler, donc des milieux de vie aussi. Ouais. L'attraction à l'international, il y a tout ça. Puis c'est sûr qu'actuellement, M. Trump met un petit peu du sable dans l'engrenage parce que, oui, il obtient ce qu'il veut. En fin de compte, ce que j'écoutais Yves tantôt, on va transférer certaines de nos opérations aux États-Unis. C'est exactement ça qu'il veut. Ouais. Mais en même temps, ils sont au plein emploi. Ils ont à peine 4% de taux de chômage. Je sais pas où il va les prendre, son monde. Tu l'as dit, avec le dégraissage du Doge, le taux de chômage a augmenté. Je peux juste vous dire qu'avec des fonctionnaires, en tout cas. La
La relocalisation des chaînes d'approvisionnement, là, ça va leur demander de 25 à 50 000 ingénieurs dans les 5 à 10 prochaines années et ils les ont pas. Non. Alors, c'est quoi qui est à risque? Il y en expulse, en plus. C'est notre propre main-d'œuvre qui va peut-être s'en aller aux États-Unis. Je pense pas qu'on veut ça, parce que si on commence à aller dans cette direction-là, ben, l'innovation va arrêter parce qu'on n'aura plus les gens qui veulent le changement. Parce que les gens qui veulent le changement, c'est des gens qui ont un certain caractère pour ça, je pense. Oui, on peut gérer le changement pour les gens qui ont de la difficulté à embrasser le changement, mais ceux qui embrassent le changement, ben, c'est des gens qu'on va absolument garder ici. Et ça, ben, ça passe au travers des propositions qu'on vous a faites depuis le tout début. Je pense que je vous remercie, Normand et Yves. Vous avez été très, très généreux de votre temps. Puis ça a été des commentaires... Normand, vous retournez à la retraite avec plein de réunions et plein de comités, j'imagine? Pas vraiment. On dit jamais 203. C'était ma 3e retraite. IBM, le C2MI et maintenant les zones d'innovation. Mais je suis déjà en support à plusieurs projets d'innovation au Québec. On pourrait voir comment on pourrait collaborer ensemble. Puis, j'imagine vous prenez l'avion bientôt pour... aller localiser. Je m'en vais à Québec, mais je me prépare. Là, avec l'Université Laval, là, ils m'ont nommé président de l'incubateur des startups là, de l'Université Laval. Donc, je vais essayer d'amener une petite innovation dans ce processus-là pour aider les gens. Oui, non, c'est... merci, vraiment. Alors voilà ce qui conclut ce 8e épisode. Merci à Catherine Baudry d'avoir accepté d'organiser cet épisode-là avec moi et surtout d'avoir invité Yves Proto et Normand Bourbonnais. Vraiment, ça a été une discussion très, très enrichissante qui, je pense, va nous faire voir l'innovation d'une façon peut-être plus précise, en fait, que ce qu'on en entend parler normalement. Quand on en parle dans les médias, vraiment, belle discussion. On a fait nos recherches, je vais prendre une petite pause cet été. On se retrouve à l'automne, il va y avoir de nouveaux épisodes qui s'en viennent. J'espère vous retrouver, partager, parlez-en cet été de ce projet qui est important, je pense, pour mettre en vedette, mettre en valeur la recherche qui se fait dans nos universités québécoises. Voilà, alors je vous souhaite un bon été tout le monde et on se retrouve à l'automne pour de nouveaux épisodes dont on a fait nos recherches.